c'est ça? Oui, oui, bah, Ouais, tu peux avoir une demi-heure et voilà, puis on échange. On a au total 1 heure pour cette donc en fait, séance. voilà, je vous raconte un peu l'histoire de ce projet et c'est un peu l'histoire que je raconte là. J'ai pas fait un travail, c'était pas un travail orienté, systémique, sur une approche vraiment large au départ, mais on en est arrivé là un peu à la fin et donc c'est un peu le contexte et la façon dont les choses se sont déroulées au fur et à mesure qui m'amène à vous présenter ce projet-là aujourd'hui. Donc en fait, initialement, voilà, c'était un cadre assez classique de travailler sur un projet urbain. Là, vous voyez une zone, en rouge. Je ne sais pas si vous voyez ma souris sur l'écran. Enfin, une zone en rouge sur le plan. Il s'agissait ici de faire un projet d'environ, 700 logements, voilà et dans un angle de 2 voies, principales qui irriguent, la banlieue de enfin le bord de Poitiers. Donc on est à Poitiers. Donc, une ambition du commanditaire de la ville, enfin de l'agglo plutôt de de faire un projet avec des grosses qualités environnementales, des grandes qualités environnementales et puis aussi de maîtriser les coûts évidemment et puis d'être en relation avec les infrastructures, sachant que la gare SNCF, est par ici, et que finalement ce quartier étant assez proche, il y avait une forte, volonté de limiter, la voiture dans ce quartier, parce ce quartier pouvait être irrigué à la fois par la gare SNCF et à la fois par un projet de voie de bus qui pouvait passer à l'intérieur du quartier ici pour désengorger ce carrefour et de faire une voie de bus qui passerait à l'intérieur du quartier. Donc c'est Et ça un peu juste, le Bernard, il y a combien d'hectares? Parce que c'est pas marqué. Tu as combien d'hectares dans ta ZAC? bonne question, je ne sais plus dire exactement, je crois qu'on est autour d'une vingtaine, OK, merci. ou une douzaine hectares, 12 hectares je crois, c'est ça. OK. Voilà et donc ce que je voulais dire, c'est qu'il y avait un projet de faire passer une voie de bus en site propre ici, et de pouvoir irriguer, en fait, ce quartier avec cette voie de bus qui pouvait passer par ici, rejoindre la gare et rejoindre l'extérieur de Poitiers à ce niveau-là. Il y a eu plusieurs alors notre mission initiale était une mission, orientée, mobilité, en disant comment on pouvait, dans quelles conditions on pouvait faire passer cette voie de bus, comment la faire marcher, et comment, trouver la meilleure solution en fait, de faire passer cette voie de bus et d'irriguer en fait ce nouveau quartier avec un arrêt qu'on voit ici appelé arrêt Saint-Goard, voilà. Hem, Très vite, la question s'est posée, d'aller un peu au-delà au niveau de la mobilité, et de se poser la question de, finalement, qu'est-ce que ça inclut alors je reviens en arrière, qu'est-ce que ça incluait en fait, de travailler sur la mobilité? Ça incluait effectivement de pouvoir, maximiser les mobilités, en déplacement, transport en commun, mais certainement qu'il fallait mettre aussi autour une voie, cyclable en fait, parce qu'on pouvait partir du quartier et puis, très vite, ce qu'on a vu, c'est que dans ce quartier qui est sur la colline ici, on est sur du rocher et qu'a priori, il allait être assez compliqué de faire des parkings enterrés sous chaque immeuble, qui allait pouvoir se construire dans ce quartier et donc, ça voulait dire, qu'on allait certainement voir, éparpiller beaucoup de stationnements, de surface, et donc c'était un peu à l'encontre d'un quartier, qui se voulait a priori, avec des fortes valeurs environnementales et paysagères. Et donc, on a très vite, proposé de faire un parking silo ici, en disant: «Si on fait un parking silo, on pourra aussi, localiser à côté, de l'arrêt de bus, et aussi des vélos et de dire que le parcours finalement, des habitants pour venir à ce parking silo était similaire quel que soit le mode de transport choisi in fine et donc certainement que ça favoriserait, les services, transports en commun et services de vélo, ou vélo, perso, plutôt que de prendre la voiture pour aller, dans des embouteillages sur Poitiers. Donc il y a eu toute une étude assez, heu, alors je vais y arriver plus loin. Donc la partie stationnement, hem, a reposé les questions de qu'est-ce qu'était le stationnement? Quels étaient les facteurs politiques, les facteurs liés à l'aménagement, les facteurs technologiques, heu les facteurs, culturels aussi, qui se posaient par rapport au stationnement.
Je vais passer un peu vite là-dessus. Et puis aussi, donc, toute une étude qui a été faite. Donc, je ne vais pas non plus commenter trop, mais pour dire quelles étaient les parts modales qui pouvaient être affectées à des actifs, à des actifs qui seraient habitants de la ville de Poitiers, habitant dans le Grand Poitiers, habitant dans le reste de la Vienne, habitant dans la Nouvelle-Aquitaine, habitant dans les Pays de la Loire, les régions voisines. Et donc, voilà, quelles étaient les parts modales qu'on pouvait avoir sur ces différentes catégories d'utilisateurs de la voiture et également quelles étaient les parts modales qu'on pouvait projeter dans le quartier si effectivement on faisait un gros service à la mobilité qui ne serait pas simplement de stationner les véhicules des habitants de ce quartier-là. Et donc, on voit qu'on pouvait évoluer entre des nombres de places. Donc là, on était pour les actifs. Et puis, on a fait le même travail pour les non-actifs, ce qui a donné finalement un dimensionnement de parking. Et l'approche réglementaire nous donnait 747 places. Et l'ambition du projet était plutôt aux alentours de 500 places, 466. Et puis même à terme, avec un service à la mobilité qui se mettrait en place, encore en dessous de 380 places, sachant que pour passer au début de l'ouverture de cette zone d'habitation à son terme, c'est-à-dire à 10-12 ans plus tard, on pouvait utiliser un îlot qui serait un parking de surface provisoire pour attendre en fait la fin de la période. Voilà, je passe sur ça. Donc l'idée, c'était d'avoir une temporalité entre une réalisation en prenant des hypothèses assez ambitieuses, mais ces hypothèses ambitieuses ayant du temps à se mettre en place, on avait une situation provisoire de montée en charge de ce besoin de stationnement et au final d'une solution intermédiaire avec un parking provisoire qui pouvait être installé, qui était d'ailleurs même déjà existant. Et quand je vous le montre ici, on avait un système P plus R ici, où il y avait un stationnement déjà existant, mais qui était très peu utilisé parce que très peu raccordé sur les systèmes de transport en commun actuels et un peu confidentiel à l'arrière d'une petite zone commerciale qui existait ici. Voilà. Tout ça pour dire que on s'est penché du coup sur cet objet de parking de stationnement collectif sur lequel on s'est dit pour avancer dans la pratique de changement et d'accompagnement au changement des mobilités, il fallait aussi mettre des services à la mobilité. Donc tout de suite, on a envisagé de mettre en place des véhicules partagés, de mettre en place des vélos partagés, des trottinettes partagées, un système en fait de mobilité à disposition des habitants de ce quartier. Mais très vite derrière, quand on parle de ça, on en arrive à se dire comment ce système. Alors on a examiné aussi d'autres systèmes mis en place ailleurs de maisons de service, mais donc finalement, quel système pouvait être mis en place et comment il pouvait être organisé, quelle était la gouvernance qu'on pouvait mettre en place de ce système-là. Donc, si on faisait la liste de l'ensemble des services qui étaient, j'allais dire, pertinents d'organiser pour les habitants, on avait fait une liste de services. D'abord, les services à la mobilité, hein, donc gestion du parc de stationnement, il faut le gérer. Il y a de la surveillance, il y a du stationnement de deux roues motorisé ou non motorisé, qui serait sécurisé. Il pourrait y avoir du lavage, entretien des véhicules, il pourrait y avoir des bornes de recharge, évidemment, parce que on est sur la transition des véhicules vers les véhicules électriques. Il pourrait y avoir de la gestion de parcs de vélos en libre service, y compris différentes catégories, vélos électriques, vélos cargo, de l'autopartage, avec un certain nombre de véhicules en autopartage, des véhicules différents, en fait, plutôt utilitaires, plutôt 8 places pour des week-ends ou des vacances. De la gestion d'outils à la mobilité, des chariots pour aller
transporter des choses lourdes depuis le parking collectif jusqu'à son logement, et puis des trottinettes électriques pour aller sur des petits déplacements intra-Poitiers, voire jusqu'à la gare. Du conseil sur cette chaîne modale avec des systèmes de vente de tickets d'abonnement, d'accès justement à ces services, peut-être de la commande de transport à la demande de type taxi pour des personnes à mobilité réduite ou pour des seniors, sachant que le programme de ce quartier envisageait une maison senior. Et puis de l'entretien de toute cette installation. Ça, c'est sur la mobilité. Ensuite, on s'est dit que le service qui était mis en place et s'il y avait un programme qui permette de mettre en place tous ces services, on pouvait en mettre aussi peut-être d'autres. Et notamment, on pouvait certainement imaginer que le réseau central de fibre optique soit un réseau intra-quartier, intranet, et que finalement l'abonnement à l'Internet pouvait se faire à, à à la périphérie de ce quartier, un peu comme quand on est dans un hôtel et qu'on prend sa connexion dans une chambre. On peut imaginer que le réseau soit finalement géré par le quartier et qu'on distribue la data directement au logement à partir d'un abonnement collectif. On pourrait centraliser des alarmes ou de la gestion, enfin le volet Smart City, et puis un volet humain aussi, d'accueil, de la permanence, animation de quartier, animation de modération de blog, relais de services santé pour les services de santé du département. On pouvait imaginer de la réception de colis aussi. Il y a beaucoup il y a beaucoup de livraisons de colis aujourd'hui sur les achats, les e-achats, qui pouvaient être gérés par cette maison de type conciergerie. De la gestion d'achats groupés, de la gestion de clés, quand on veut laisser ses clés à un artisan dans son logement, la gestion de salles polyvalentes, l'éventualité d'avoir une cuisine, en fait un lieu pour recevoir des amis, pour faire la fête, et donc d'avoir une cuisine intégrée avec une grande salle enfin, une salle de restauration. Également un volet coworking tiers-lieu qui permet à la fois de faire du télétravail, mais aussi de faire de la reconnexion, enfin, ou de la connexion numérique à des personnes qui sont un peu éloignées du système, alors qu'aujourd'hui, on a besoin d'accéder à des services publics par le numérique. Et puis, voilà, il pouvait y avoir aussi des volets privés, sachant qu'on avait imaginé peut-être sur le rooftop, sur la terrasse de ce parking, il pourrait y avoir éventuellement un restaurant, sachant que cette terrasse, du point de vue de la topo, c'était une terrasse panoramique assez intéressante si on était à R+4 ou R+5 sur cet objet. Pardon, je vais encore plus loin. Alors, voilà. Sur la thématique de la gestion des déchets, l'idée, c'était aussi de gérer, en fait, puisqu'on va à ce stationnement qu'on a fini par appeler station-service, à ce stationnement, on peut gérer aussi les déchets avec la gestion de l'espace compostage de proximité qui pouvait être à proximité, de façon à ce que quand on passe par là, on amène ces déchets. On pouvait faire une ressourcerie aussi avec du dépôt de déchets occasionnels, un point troc avec un petit local dédié, un atelier de réparation de type Fab Lab géré par cette structure, de l'information, du service rendu à la collectivité, du coup, sur la prévention des déchets. Et puis également un service d'entretien, sachant qu'aujourd'hui, dans une ZAC, classiquement, chaque bailleur ou chaque promoteur qui gère, chaque syndic, en fait, qui gère un bâtiment, fait appel à sa propre société de nettoyage, à son propre service d'entretien des espaces privatifs extérieurs, et sachant qu'on voit sur la même zone géographique de multiples intervenants avec leurs petits scooters électriques ou voilà qui courent pour aller balayer une cage d'escalier, chacun la sienne, parce qu'ils sont tous missionnés par un bailleur différent, alors qu'on pourrait dire finalement, si sur ce quartier, on confiait tout l'entretien au même service, c'est-à-dire service fourni par la conciergerie, là on aurait
finalement moins de courses à travers la ville et plus de connaissances et de reconnaissance des personnes qui font ce travail. Et pareil pour le jardinage, avec la gestion des jardins collectifs, du prêt d'outillage, du compostage, de l'animation des jardins collectifs, et éventuellement de gérer aussi des réceptions de paniers alimentaires avec des AMAP locales. Donc tous ces services-là, on s'est dit, ils étaient intéressants et pertinents pour les habitants. Et donc, on a travaillé à leur dimensionnement. Donc, je passe un peu sur les détails, mais on a chiffré aussi ce que ça voulait dire en termes d'investissement, du stationnement, de l'emplacement, et comment finalement on pouvait avoir des rétributions en face et des, et le financement de l'ensemble de ces services. On est arrivé sur un programme de 400 places. Vous voyez, tout à l'heure, j'avais dit 360. On était plutôt à 400 au final, sachant qu'il y avait 20 places qui étaient demandées par la régie France Télévisions, qui était basée à côté du quartier, qui aurait aimé avoir 20 places à disposition. On a prévu 15 scooters électriques, 60 vélos, 40 trottinettes. Tout ça, c'est dans le chiffrage qu'on a ici. Et, et la surface dédiée à la mobilité était de l'ordre de 800 mètres carrés, en plus de la surface de stationnement des places. Voilà, aujourd'hui, le schéma qui est ici est juste schématique, hein, c'est pour vous expliquer que dans ce quartier, on a évidemment une économie domestique. Chaque famille, chaque propriétaire ou locataire a sa propre économie perso et donc fait rentrer dedans à la fois des besoins et de la mobilité. Il y a une sphère publique, c'est en l'occurrence Poitiers, le Grand Poitiers, qui amène des services. Et puis, il y a la sphère, alors le mot privé est enfin la sphère de la fourniture de services par des sociétés privées. Aujourd'hui, on a, par exemple, des intervenants qui travaillent pour le compte des bailleurs pour faire de l'entretien, du nettoyage voilà, ou de la collecte de déchets pour le compte du Grand Poitiers. Donc là, on voit que les sphères publiques et privées, elles concourent à amener des services aux habitants. Et donc l'idée, c'est de se dire que, en fait, il fallait qu'on trouve une solution parce que la grosse difficulté quand on fait ce genre de maison de service, c'est de se dire finalement, ça coûte plus cher. Ça coûte plus cher, mais à qui? Et donc l'idée, c'était de se dire que on trouve à jauger cette répartition du coût et le coût, je l'ai indiqué ici en vert clair, en disant: «Ce coût-là, il existe, mais il faut arriver à le répartir de façon à ce que ça vienne, dans le même coût que la sphère privée, la sphère domestique, pardon, dans le même coût que la sphère privée, dans le même coût que la sphère publique et donc de répartir ce coût pour que les gains de chacun correspondent finalement au coût qu'on y met derrière. Voilà. Et l'idée de faire ça, si je regarde ce schéma, c'est que si on relocalise des services dans cette maison de service, heu, ce sont des services existants, donc ils sont déjà, aujourd'hui, payés, mais ça permet également d'avoir de nouveaux services. Là, on a vu, par exemple, sur la mobilité, qu'on pouvait avoir de nouveaux services à la mobilité qui viennent finalement remplacer des achats et des coûts pour les habitants. Mais certainement, et ça on ne l'a pas dimensionné, il y aurait des services induits avec des externalités positives induits par le système, notamment liés à la santé, par exemple, à la solidarité entre les habitants qui se connaissent mieux, à de l'entraide qui peut arriver avec des extensions de services sur du bénévolat, j'allais dire, et de la solidarité entre les habitants. Et très probablement, mais ça on ne peut pas directement le mesurer comme ça, mais très probablement que ça fonctionnerait avec moins d'incivilité, moins de dégradation, moins d'appels finalement à des services régaliens fournis par l'État à vérifier, derrière. Donc l'idée, c'est de se dire que, en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que si on voulait, et très souvent les projets HOP
parce qu'on a un service qui est lié à un financeur et qui est lié à un utilisateur. Et que, en fait, si on veut relocaliser les services, ce qu'on s'est rendu compte en travaillant sur ces systèmes, j'allais dire, économiques et systèmes juridiques, comment on pouvait fabriquer ça, c'est qu'il fallait agglomérer en fait un certain nombre de services. Si on n'agglomère pas un certain nombre de services, on se retrouve finalement avec des petits bouts d'heures d'intervenants. Voilà, si on est en train de se dire qu'on veut simplement mettre le balayeur des cages d'escalier, on n'aura pas un temps plein. Et si on n'a pas un temps plein, on n'arrive pas vraiment à le localiser sur le quartier. Donc, on échoue au fait de dire qu'on relocalise quelqu'un dans le quartier. Si on dit que on met la partie compostage et la partie nettoyage des cages d'escalier, voilà, là, on va approcher une personne, un poste. Et si on approche un poste, on dit qu'il peut être quasiment pérenne. Mais après, il y a les vacances, il y a, etc., il y a son encadrement, il y a, etc., etc. Donc, l'idée, c'est que en agglomérant suffisamment de services localisés à l'intérieur quartier, on arrivait à avoir non seulement une grappe de services comme je l'ai montré là, mais on arrivait à avoir une économie de cette maison de quartier qui était suffisante pour, pour s'autogérer, en fait, pour être viable économiquement et viable au niveau social, puisqu'il y aurait un certain nombre de salariés avec un encadrement, etc. Donc on a fait l'exercice en disant que finalement, voilà, on n'a pas compté d'intrants économiques pour la santé ou pour la justice ou pour la sécurité ou pour les politiques de transition écologique, parce que là, on s'est dit que c'était peut-être des externalités positives, mais qu'on n'arrivait pas vraiment bien à dimensionner. Mais on est à peu près certain que, j'allais dire, si on arrivait à généraliser ce système partout, enfin dans l'absolu, en fait, on se rendrait compte qu'effectivement, ça impacte ces services-là. Par contre, sur le bloc communal, on se rend compte que ça impacte la petite enfance, ça impacte l'environnement et le cadre de vie, ça impacte la mobilité, ça impacte l'économie. Alors là, qu'est-ce qu'on fait rentrer comme données? Là, les discussions avec la ville, c'est que la péréquation, la, c'est très, très compliqué en fait aujourd'hui, voilà, de dire que ces habitants-là paieraient un peu moins d'impôts parce qu'il y aurait une partie qui serait prise en charge par eux-mêmes. Mais en même temps, on peut avoir quelques aides à l'investissement, notamment sur voilà, par exemple les composteurs ou par exemple des aides à l'investissement sur la première flotte de vélos électriques. Par exemple, ça, c'était des choses qui étaient envisageables. Au niveau du gestionnaire du quartier, l'aménageur, le bailleur, les syndics de copro, les promoteurs, ça c'est beaucoup plus facile parce qu'effectivement, l'aménageur, lui aujourd'hui, il paye l'aménagement. Donc s'il paye l'aménagement, s'il paye un programme qui est différent, mais qui est toujours un peu dans le même volume, la même enveloppe, on va se dire que finalement, quelque part chez lui, c'est assez proche. Et puis, il y a des organismes prestataires sur lesquels il faut discuter, parce qu'il faut discuter que le bailleur, par exemple, ne fasse pas appel à sa propre entreprise de nettoyage, mais fasse appel à l'entreprise de nettoyage de la station-service. Et donc là, c'est là où il faut qu'on mette en place des cahiers des charges particuliers dans dans l'attribution des lots, donc dans les cahiers de cession de terrain, pour que justement on ait ce fonctionnement. Et voilà, et la station-service vient quelque part entre, entre les habitants et finalement ces différents interlocuteurs que les habitants ont habituellement. Au niveau organisationnel, au niveau gouvernance, on retrouve bien l'ensemble des intervenants sur le quartier, hein, les habitants, les riverains, les équipes, enfin les fournisseurs d'équipements, les syndics, les bailleurs. Et donc, on a imaginé créer une association syndicale libre de quartier. Aujourd'hui, on a une ASL dans chaque fois dans chaque bâtiment commun, en disant l'ASL, elle gère les communs du bâtiment, elle gère l'ascenseur, elle gère la cage d'escalier, elle répartit les charges à au niveau du bâtiment. Et donc, on propose d'empiler une ASL au niveau du quartier en disant, le quartier, il dispose de communs,
il dispose de jardins, il dispose de rues, il dispose de cette fameuse maison station-service. Et donc, en fait, on va le mettre dans l'ASL, et c'est l'ASL de quartier qui va répartir en fait au niveau de chacun des habitants ou de chacune des ASL propres qui sera adhérente à cette ASL de quartier. Et puis, cette ASL, elle pourra prendre des prestataires extérieurs pour faire certains travaux d'entretien, négocier avec les services publics le fait qu'elle fasse des services publics en direct ou qu'elle les fasse faire, et puis gérer une société de production qui, elle, fasse les services de fonctionnement du quartier. Et donc l'ASL gère, encadre une SIC. Donc voilà, en l'occurrence, l'ASL station-service ici encadre la SIC station-service qui, elle, emploie le personnel qui est prévu pour faire fonctionner cette maison de service. Euh, voilà. On a fait des estimations de fonctionnement. On arrivait à 8. Alors, selon les services, il y avait encore des petites options sur quel service on prend, quel service on ne prend pas. En fait, on arrivait entre 8 et 12 salariés de cette SIC, avec une partie de salariés d'encadrement, un directeur, une directrice, et des gens de l'organisation, plus des gens de la maintenance et du jardinage et du nettoyage. Donc il y avait une partie animation, avec également dans ce programme une partie gestion informatique, en fait, la gestion, enfin, un modérateur, parce que l'idée, c'était que aussi l'intranet du quartier évite finalement des coûts aux habitants, les coûts qui sont aujourd'hui réglés par les habitants auprès des 4 fournisseurs agréés. L'idée, c'était finalement de rendre privé, c'est pour ça qu'on a besoin d'une ASL tout de suite, et de ne pas rendre au domaine public l'ensemble du fibrage du quartier pour que l'ASL, la SIC, ait le droit de vendre ses prestations, enfin de distribuer ses prestations informatiques à tous les habitants. Et en plus, l'idée, c'était d'avoir un réseau interne de quartier qui anime aussi des choses sur le quartier au niveau de la vie du quartier et aussi du fonctionnement, j'allais dire technique du système. Donc il y a aussi un informaticien, enfin informaticien communicant qui est pris en compte dans les 8 à 12 personnes qu'on a prévues. Voilà. Après, normalement, on a évalué, hein, donc évalué, aujourd'hui, j'ai pas d'évaluation à vous proposer, dans le sens où ce projet, comme tout projet de quartier, ce sont des projets qui sont très longs, hem, qui sont longs à mettre en place pour différentes raisons, hem, d'atermoiement, voilà, d'une maladie d'un chef de projet de la SEM qui porte le projet, font que ce projet, il est toujours à l'état de conception aujourd'hui. Alors, il a avancé d'un cran, mais toujours à l'état de conception, donc les choses ne sont pas construites et ne sont pas mises en place. Par contre, le fait que l'aménageur crée une ASL de quartier a été acté. Donc, ça, c'est la pierre angulaire, j'allais dire, c'est le point de passage qui permet ensuite de proposer des choses enfin, avec une géométrie variable, mais de proposer des choses et de pouvoir avoir un impact sur les communs du quartier et donc du coup sur la façon dont seront rédigés les cahiers des charges de cession de terrain et les obligations qui seront amenées du coup derrière à chaque preneur de lot dans la construction. Voilà, j'en suis là. Alors, j'ai quelques annexes, bon, enfin bon, juste pour vous dire que voilà, on a fait des calculs de coûts de charges, de recettes. Bon, voilà, c'est de l'ordre d'1 million d'euros en fait le service. Ici, on est sur une simulation sur lequel on a 13 personnes, voilà, et qui On va peut-être pas sont rentrer dans ce détail, voilà, Bernard. voilà. Mais Euh, Peut-être qu'on peut déjà réagir. Moi, je pense qu'on a compris un petit peu hum, l'idée générale. Et après, peut-être s'il y a des questions plus précises, on pourra rentrer dans le détail. Est-ce que on peut peut-être ouvrir un temps de réaction, questions, oui, échanges? Merci oui. beaucoup en tout cas pour ta présentation.
Oui, Marika. Merci, c'était intéressant, vraiment très bien. Donc, c'est des types de projets sur lesquels on travaille, donc je vois très bien la problématique. Sur la thématique de la représentation graphique de la systémie, je vois deux schémas que j'ai trouvés intéressants sur cette thématique-là. Là. Bon, il y en a plusieurs d'ailleurs. Peut-être la question générale, c'est en quoi c'est représenté. Voilà, celui-là, puis il y a le tout premier où tu as montré en fait tous les facteurs. Oui, celui-là, en fait, il y en a plein. Donc justement, parmi tous ces schémas, lesquels as-tu senti avaient aidé à cette compréhension systémique? Parce que c'est un projet très systémique, intéressant, il croise l'économie, le social, etc. Quels sont les schémas qui ont eu un impact où tu vois qu'à partir de ce schéma-là, ça a aidé les personnes, les parties prenantes à switcher dans leur tête et à comprendre comment cette systémie allait apporter un bénéfice? En fait, j'en vois 2. En fait, je vois celui-ci, parce qu'en fait, l'intérêt de celui-ci, c'est de dire: il y a des externalités positives. Il y a des choses à attendre en plus qu'on va pas, chiffrer, Mmh. mais aujourd'hui, il y a des choses, dont on sait que enfin, on connaît les dysfonctionnements des quartiers, on les connaît bien, sur, les incivilités. Enfin, dès qu'un quartier est un peu dense, on sait qu'il y a tous ces problématiques, d'entretien, d'incivilité, enfin, les problématiques et plus on est dans des quartiers anciens et plus on est dans des quartiers denses, plus enfin, souvent, c'est encore plus difficile. Et donc, tout le monde l'a en tête. Et de dire que finalement, si on intervient sur les communs d'un quartier, et qu'on va en attendre des externalités positives, mais on connaît pas exactement, on n'est pas exactement en mesure de les chiffrer, au moins on se dit qu'il y a un gain quelque part. Donc celui-ci, je l'ai trouvé intéressant. Et ça, mes interlocuteurs, souvent l'ont bien compris. Et Mmh. l'autre, c'était celui-ci. Je l'ai remis là. En fait, on a fait un peu a posteriori, c'est pas des ce sont pas enfin, a posteriori. On a fait des schémas, communicants, je dirais. Mmh. Et au début, on avait ces tableaux et enfin, pardon, comme ça et on se rend compte que ça parle pas, et qu'en fait, bah, la belle grappe ici, on ne pouvait pas désosser toutes les graines de cette grappe et qu'elle ait encore de la tête, une tête suffisante. C'est-à-dire que, voilà, on peut bien raisonner service à service, mais si on ne fait pas grappe, si on ne fait pas collectif, si on ne fait pas suffisamment de choses à la fois, ça ne marchera pas. Voilà, ça ne C'est marchera joli, pas c'est joli l'image de et la grappe, ouais. pardon? C'est joli l'image de la grappe, en Voilà, termes la de grappe de la représentation, voilà, ça marque les esprits, quoi. il y a 2 on dit bouquet de service ou grappe de service et la grappe de service quelque part c'est compris, voilà. Donc on a réutilisé c'est une image qui est Mmh aussi mh. utilisée en langue française, pour dire, voilà, on peut pas désosser la grappe, une grappe de raisin qui a plus que 2 graines, enfin ou 3 graines qui se voilà, elle est pas jolie, et on se rend bien compte qu'elle a pas, voilà, c'est pas la meilleure grappe de raisin qu'on ait trouvée, voilà, pour se régaler et donc c'est celle-ci et voilà, moi j'ai trouvé que ce message-là, il passait mieux, avec ce avec ce schéma-là. Celui-ci, bon, il est un peu plus techno et voilà, si, il est intéressant pour dire que, bah, où vient s'insérer la station-service, en l'occurrence, elle vient s'insérer entre tous ces services mais peut-être il manque une flèche qui va direct parce qu'elle a pas vocation à prendre toute l'interface. C'est pas un filtre de l'ensemble de l'interface. Mais voilà, c'était pour expliquer aussi que on avait bien pensé à un certain nombre d'intervenants finalement extérieurs et que le commun du quartier ne pouvait pas se résumer qu'à des habitants ou à des organismes qui viennent s'insérer dans le quartier, mais qu'il y avait bien un commun et que c'était bien un paquet global, et qu'il fallait l'insérer, quoi. On ne pouvait pas ne pas gérer les communs, voilà et pas le laisser gérer à des personnes, extérieures parce que ce schéma, ce qu'on enfin peut-être qu'il le présente mal d'ailleurs, mais ce qu'on disait, c'est que finalement, par souci de par souci ouais, de rentabilité ou par souci de bien fonctionner, finalement, chaque service grossit, centralise, on achète des plus gros camions poubelles pour ramasser plus de déchets, on a des plus gros aspirateurs pour nettoyer mieux le quartier, des plus gros, voilà et le service devient plus fonctionnel et plus, efficient, enfin efficace, mais en même temps
il s'éloigne de l'habitant parce que chaque fois, il se regroupe. La collectivité qui faisait ça avant, elle l'a passé à l'agglo. L'agglo, elle délègue des choses à la région. Enfin, bon, bref, on parle beaucoup des couches politiques en France superposées, mais finalement, la petite couche de qu'est-ce qui se passe au niveau de 2000 habitants, ben, on l'a plus en fait. 2000, là, enfin, 700 logements, on serait à 1500, voilà, 1500, 1800 habitants. On n'a plus cette couche de gouvernance locale. Et c'est parce qu'on l'a plus que les choses, je pense, dysfonctionnent. Merci. Alors, question de Michael. Ouais, c'est pas une question, c'est juste une remarque par rapport à ce qui vient d'être dit sur. Je trouve que ce qui serait intéressant, c'est justement d'avoir des schémas qui montrent les deux systèmes. Le système où on s'est éloigné de l'habitant, on a des services macro, etc. Et puis le système où on relocalise, parce que c'est ce que tu évoquais tout à l'heure sur le premier schéma là, avec la flèche avec les trois items, où on relocalise les services. Et donc du coup, c'est de montrer cette différence, enfin, cette distance, comment ça change pour l'habitant. Je trouve que ça serait intéressant d'avoir voilà, cette question où le service est distant et puis le service est relocalisé, comment ça se présente. Après, sur le schéma justement celui d'après ou d'avant, je sais d'après, je crois, voilà, tu disais oui, ça couvre pas tout, etc. Mais là, on parle de station-service. De l'autre côté, on parle d'ASL et de SCIC. Et du coup, on a du mal à voir finalement c'est quoi le périmètre de la station-service. Enfin, qu'est-ce qu'on met derrière la station-service? Est-ce que c'est une structure juridique? Est-ce que c'est un périmètre de projet? Et derrière, il y a plusieurs structures juridiques qui correspondent à la sur l'autre schéma de gouvernance, finalement, on ne retrouve pas la station-service telle quelle, on voit la SL et et Hmm. la SCIC. Et du coup, où est la station-service là-dedans? Qu'est-ce qui Oui, est... oui. La Voilà. station-service, c'est l'ensemble des deux là. Elle se dit. Alors c'est vrai que ce schéma, il ne le montre pas, mais euh, la, la station-service, elle se décline en une ASL et une SCIC. C'est pas, c'est dans un dispositif en fait qui est à la fois du hard, à la fois du soft des services et à la fois de la gouvernance en fait. Sinon, si on met que l'un ou que l'autre, ça fonctionne pas. Si on met, on a beau construire, j'allais dire un local pour qu'il soit utilisé par une asso, si on n'a pas prévu l'asso, ben ça marche pas. Si Enfin, même où ça marche, mais c'est confidentiel souvent. C'est quelques habitants intéressés et c'est pas tous les habitants. L'intérêt de passer par une ASL, c'est que tous les habitants aujourd'hui, si vous êtes bailleur, locataire ou propriétaire d'un appartement, vous payez vos charges de votre immeuble. Parce que vous avez l'ascenseur, parce que vous avez l'escalier, et c'est au prorata. Et donc l'idée, c'est que dans les communs, chaque habitant cotise en fait à ce service, à ce dispositif, dans le sens où il a des charges liées à ça. Euh, et bien sûr qu'il récupère derrière, parce que l'idée, c'est qu'on ne le fasse pas payer plus cher qu'avant, mais c'est qu'il récupère ici, avec les services, qu'il n'aura pas dépensé à titre privé, parce qu'il aura des services à la clé. Donc voilà, l'idée c'est que aujourd'hui, si on fait des services désossés, c'est-à-dire on n'en prend qu'un, puis on essaye de le traiter, ben, on est hyper limité. Et si on prend tous ces services, mais qu'on dit c'est que des habitants bobos, il y en a 5% du quartier qui vont y participer, ça ne marchera pas non plus. L'idée, c'est qu'il faut qu'on implique tout le quartier, et ce sont les communs du quartier, et qu'on arrive à faire vivre ça. Et l'établir sur un modèle économique au départ, ça me semble nécessaire, parce que si on n'a pas de modèle économique, les choses s'écroulent très vite, en fait. Non, mais ça, j'avais bien compris le principe, c'est plus dans la représentation Non, de la gouvernance. je suis d'accord. Où, Je suis d'accord que cette représentation, on l'a faite. Enfin, ça n'a pas été une pensée initiale de bien représenter les choses. Ça a été plutôt des schémas qui ont été là pour expliquer
à nos interlocuteurs différents et variés comment les choses s'emboîtaient. Et c'est vrai que le nom station-service est arrivé un peu plus tard, un peu plus sur la fin, et qu'on avait déjà expliqué des choses. Moi, j'ai repris des schémas, j'ai pas Ok, réinventé des schémas. ok. Oui, le concept de station-service est arrivé plus tard. Ça roule, Ben, merci. le concept est arrivé assez vite, mais le nom est arrivé plus tard. Voilà. Ok, Donc, merci. voilà. Merci. Dominique, tu voulais intervenir? Oui, merci pour cette présentation. Là, ce que je trouve intéressant, mais ce que je retiens, c'est que finalement, effectivement, avec cette réflexion systémique sur les différents besoins, les espaces, etc., et leur finalité, et les besoins, on arrive en fait à une mutualisation des coûts. Et Oui. je trouve que c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est de voir, et donc ça aurait été, enfin voilà, enfin c'est en termes d'illustration et de représentation, c'est peut-être aussi de donner à voir, ben voilà enfin, les économies qu'on arrive à faire en termes d'aménagement, en mutualisant ces coûts, et de donner à voir effectivement, voilà, combien ça aurait coûté éventuellement en plus si tout avait été pensé en silo plutôt que euh, d'être pensé en global, quoi. Donc, moi, je retiens effectivement que cette approche systémique, elle permet aussi à un moment donné d'agir sur le coût d'investissement, sur les coûts d'investissement et les coûts d'aménagement. Et ça, c'est sûrement aussi levier pour les décisions. Après, bon, effectivement, on se rajoute une brique de complexité autour de la gouvernance à installer autour de ce projet-là, quoi. Mm. Mais voilà, le rapport entre systémique et investissement et coût, voilà, je trouve ça, Mm. c'est intéressant d'insister sur ce message-là. Et ce qui nous a fait réfléchir au départ, c'est que quand on travaille avec des constructeurs d'immeubles, il y a une ASL, parce qu'il y a des communs dans un immeuble, mais la première chose qu'ils demandent aux concepteurs, c'est de les réduire. C'est de réduire les communs parce qu'ils ne vendent pas la surface et ils se moquent finalement du service qui est apporté par ces communs. Alors, ok, l'ascenseur c'est technique, on le laisse, l'arrivée d'eau, le chauffage, la ventilation, oui, mais si on peut réduire au maximum les coursives et au maximum le nombre d'ascenseurs ou bien les coursives, enfin l'un et l'autre, ou l'un, ça dépend de la forme, et il y a beaucoup de recherches par les architectes qui sont faits sur la façon d'économiser finalement ces communs. Or, ces communs, ce sont aussi des espaces à vivre ou des lieux où il se passe des choses. euh, et, euh, et donc, l'idée, c'était de prendre les choses à l'envers. Donc là, on n'est pas rentré, mais on pourrait travailler sur l'intérieur du bâtiment et dire il y a une partie des communs qui se localise entre les habitants du bâtiment. Ça, c'est une autre question. Mais là, c'est comment on pouvait maximiser les communs dans le quartier, et que ce quartier soit aux habitants et pas voilà, en fait, ce que j'entends moi parfois dans des quartiers, c'est de dire qu'on n'a pas le droit, on n'a pas le droit de faire ci, on n'a pas le droit de faire ça, parce que le service public de la ville, il vient amener ses services de façon uniforme, et on n'a plus le droit de marcher sur les pelouses, on n'a plus le droit de faire ci, on n'a plus le droit de faire ça, alors que ce sont des espaces pour les habitants. Donc l'idée, c'est de se dire comment on peut se réapproprier ces communs, mais se réapproprier, ça veut dire aussi les faire vivre, les animer, les entretenir, et c'est pas simplement dire on se les réapproprie. Enfin, il faut qu'il y ait un usage derrière. Guillaume? J'avais une Ouais. question un petit peu dans la suite de Dominique. Il y a un graphe tout à l'heure que j'ai pas trop compris. On montrait il y avait une flèche entre les deux graphes et il y avait des choses sur le foyer, public, le privé. Ouais, alors ça, j'ai pas compris. Je sais pas si c'est Non, c'est pour dire qu'aujourd'hui, ça c'est un graphe. Moi non plus, j'avais pas compris. Non, mais Merci. c'est juste, il y a trois économies qui se croisent sur un quartier. Il y a l'économie domestique, c'est des habitants, des familles qui ont leur propre économie, qui payent leur loyer, qui achètent, voilà, qui ont leurs propres services, qui se déplacent, etc. Donc toute leur économie habitante, elle est là. Il y a une économie de la sphère publique, c'est-à-dire la puissance publique, ils payent des impôts, ces habitants, donc du coup il y a un transfert, mais du coup la sphère publique elle leur amène un certain nombre de services en échange de ces coûts. Euh, voilà, par habitant, l'économie de la sphère publique, elle est assez proche
d'une ville, d'une agglo à l'autre, on se situe aux alentours de 3 000 à 4 000 euros, voilà, de l'ensemble de ce qu'amène une collectivité, la collectivité au sens puissance publique, au sens large. Et puis, il y a des choses qui sont prises en charge par les habitants directement à une sphère d'entreprise. En fait, j'aurais dû mettre entreprise que privé ici parce qu'on mélange. Et, euh, et les entreprises fournissent des services et les habitants sont en mesure de prendre des services privés à des entreprises qui leur fournissent des services. Voilà. Pour le quartier, alors là, on ne met pas toute l'économie nationale là-dedans. Et donc, l'idée, c'est de se dire que si on veut que ça marche, il ne va pas falloir que les habitants payent plus cher, il ne va pas falloir que la puissance publique paye plus cher, parce que sinon, ça va créer des déséquilibres. Et là, on va nous dire, non, non, pas possible, c'est trop cher. Et donc, l'idée, c'est de se dire comment fait-on, quel dispositif on met en place pour que le coût de cette station-service soit réparti de façon à ce qu'il soit réparti comme les économies sont faites par chaque sphère. Et donc, c'est à travers l'emboîtement de cette ASL qui permet de répartir ou d'avoir des financements. Si on passe pas par cette compréhension de ce schéma-là, tout de suite, on va se confronter à des gens, ils vont dire, bah non, c'est beaucoup trop cher, je prends pas ce Ouais. service, voilà. Et je trouve que c'est intéressant. Enfin, moi, je comprends pas complètement, j'avoue. Et je me demandais, c'est intéressant d'avoir quelque chose qui est un peu, c'est quoi la baseline, quoi, c'est quoi, comment ça fonctionne habituellement. On est plutôt un truc plus schématique, comment se répartissent les services et qui sont très éclatés finalement aujourd'hui. Hein, et quelle est l'ambition de cette station un peu verrée dans l'espace pour rassembler, massifier ces services-là, quoi. Peut-être en lien avec ça, mais enfin, je sais pas. Je trouve Non, voilà, je suis désolé, j'ai pas de schéma là-dessus. Non, non, je sais, Le mais travail, on l'a fait de façon analytique, et donc voilà, on a, par exemple, si je prends ce schéma-là, on a aujourd'hui des coûts de consommables, de personnel, etc. Et puis on a qui est-ce qui paye ces coûts, et donc voilà, on a pu voilà, le stationnement, les habitants, s'ils payent un stationnement, ils vont payer une partie, les usagers, les services auprès des bailleurs ou des syndics, et les services auprès de la collectivité, ils sont là, voilà. Donc ça, c'est les recettes. Donc voilà. Et là, au milieu, on met 13 postes. C'est aussi une externalité positive parce que 13 postes, c'est plus que ce qu'on a pu enlever dans les différents systèmes existants. Et donc, bon, là, on n'est pas allé dans le détail de leur prêt, mais on a estimé qu'on c'était plus que le double. Donc voilà, peut-être qu'on a enlevé 4 postes dans les services publics ou les services privés autour, mais qu'on a créé 13 postes ici. Donc globalement, c'est aussi un système vertueux pour l'emploi. Ce que je comprends des questions de Guillaume et peut-être des précédentes, c'est aussi que là, ce que tu décris, c'est un système c'est un processus un peu empirique qui s'est construit au fur et à mesure, et que du coup, on a plusieurs formes de représentation qui se recoupent pas complètement, et peut-être pas de lecture d'ensemble, et qui donnerait à voir une compréhension immédiate du projet dans son environnement. Mais je pense que c'est aussi lié au processus finalement que tu as décrit. Oui, 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 c'est ça. On est parti d'une histoire où Ouais. l'interpellation. Alors, on a testé cette maison de service, on l'a testé ailleurs sur d'autres quartiers, mais pareil, toujours des choses qui ne sont toujours pas réalisées complètement ou qui ne seront pas réalisées parce que certaines fois, ça a été trop dégradé en termes de services. Et je pense qu'on va avoir des services ponctuels qui vont être résiduels, mais qui ne seront pas ceux qu'on avait imaginés en grappe. Et donc, finalement, donc après, ben. Ce qu'on voit apparaître, c'est que quand le service il n'est pas autoporté, et bien du coup, il a toutes les chances de se dégrader encore plus en termes de quantité ou en termes d'efficacité. Ok, il est bientôt midi, il y a encore 2 interventions. Peut-être si vous pouvez les faire rapidement, puis des réponses courtes si possible, parce que je pense que certains devront nous quitter dans pas longtemps. Michael et puis Maurice. Ouais, c'était juste pour la discussion qui était en cours sur le schéma d'avant, là, avec
la sphère privée, sphère publique, etc. Il me semble que peut-être pour une meilleure compréhension, si j'ai compris ce schéma, ça serait plutôt de partir dans la situation actuelle de suite droite, Mmh. voilà, et ensuite de montrer une autre zone où le orange, le bleu, le violet baissent par rapport à la partie verte qui aurait disparu, et d'avoir une quatrième colonne avec la partie verte qui est station-service, si c'est bien ça que j'ai compris. Oui, 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 c'est ça. La partie verte, c'est la station-service Voilà, qui qui vient permet. remplacer. Enfin, ça, c'est Ouais. sans la station-service et ça vient remplacer en disant que les coûts doivent être Ouais. Mais pas sauf que là, supérieurs comme on a à. les deux schémas et on n'a pas la colonne station-service, tu vois, je pense qu'on pourrait partir de suite droite Oui, et dire voilà, on va enlever les parties vertes qui vont basculer justement sur la partie station-service. ouais. Voilà. Ok. Ok. J'entends. Maurice? Oui, j'appelle de l'extérieur, donc j'espère que ce n'est pas trop bruyant pour vous. Juste un point sur, par rapport à la dimension santé, mais aussi alimentation. Je me demande si enfin, je voudrais savoir si ça peut créer ces services qui seraient liés à l'alimentation avec la cuisine, les jardins partagés. Mais on pourrait imaginer aussi une activité sportive qui changerait dans une dynamique de prévention. Donc, ça réduirait le besoin, ça augmenterait la santé des habitants et quelque part, ça améliorer la qualité de vie et la résilience. Oui, 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 oui. C'est très juste hein, de dire ça. Normalement, déjà, la mobilité plus active, c'est déjà un facteur de santé positif. Après, faire livrer ou faire des achats collectifs avec la maison station-service qui permet de dire on soigne la qualité des produits qu'on vient faire entrer, certainement que ça a aussi un point positif sur la santé. Enfin, c'est pas certain, c'est sûr. En fait, voilà. Après, voilà, on n'a pas mesuré ça. On n'a pas. Je vous quitte. Au revoir. Bon après-midi. Ok, merci. Au Merci revoir, Frédéric. Malika. Merci Merci. Frédéric pour Alors, ton temps. merci. Et si d'autres doivent nous quitter, donc, je vous rappelle, le 29 novembre à 9h30, séance de synthèse. Je vous renverrai le lien. Merci pour ta participation, Marika. Ciao. Au revoir. Peut-être, Bernard, j'avais une réaction qui recoupe un peu les précédentes, mais qui me paraît, enfin, c'est un point qui me paraît important dans la perspective de notre séance de synthèse. C'est dans le processus que tu décris, on voit que finalement le besoin d'une représentation plus systémique est apparu en cours de route et Oui, qu'au fur et à mesure, tu as, enfin, ou ton équipe a conceptualisé des représentations permettant d'élargir le regard, de poser la problématique de manière différente et du coup de passer, enfin, d'enrichir vraiment la conception du projet. La question que je me pose, c'est dans ce processus-là, quelle est la part de ce qui a été inventé et construit sur mesure dans le projet et quelle est la part de ce qui existait déjà comme grille de lecture déjà conceptualisée dans d'autres projets? Derrière ma question, c'est dans quelle mesure est-ce que il faut tout reconstruire dans chaque projet en termes de représentation systémique et dans quelle mesure est-ce qu'on peut s'appuyer sur des formats déjà existants et qu'on pourrait capitaliser? Ça, c'est une réflexion euh, plus globale qu'on pourra avoir par la suite, mais déjà, quel est ton regard par rapport à ça, par rapport au projet que tu nous as décrit? mon regard, c'est que en fait, on pourrait largement capitaliser sur ces schémas. Enfin, peut-être qu'ils peuvent être bien sûr améliorés encore hein, et rendre peut-être plus les utiliser plus directement. Mais ce genre de schéma-là, voilà, je l'ai déjà utilisé dans d'autres projets. Celui-ci aussi, mais avec des bulles qui peuvent être légèrement différentes. Mais bon, voilà, il est très proche en fait, cette idée de grappe. Et celui-ci également, voilà, il a déjà été utilisé ailleurs. Euh, donc, je, voilà, celui-ci un peu différemment. Donc voilà, mais après, oui, nous on a fait cette compréhension. Peut-être qu'il manque de schéma encore sur ce que j'ai pas, enfin ce que j'ai dit à l'oral, mais qui n'est pas schématisé aujourd'hui, notamment sur les communs du quartier, etc. Les rendre
plus visibles, plus opérationnels, plus visibles. Voilà. Aujourd'hui, on les rend visibles à travers des services, mais on ne les rend pas visibles en remplacement de comment ils sont faits aujourd'hui. Voilà. Et je Mais pense que ce qui est intéressant dans la logique des échanges et des réflexions qu'on a dans le cadre de la fabrique des transitions, c'est qu'on pourrait se dire que il y a tout un ensemble de représentations qui existent, qui ont parfois été construites dans l'exemple que tu nous donnes ou dans d'autres démarches, mais qu'il y aurait peut-être un intérêt à se dire, mais qu'est-ce qu'on peut capitaliser, qu'est-ce qu'on peut améliorer dans des schémas types qui pourraient être réutilisés plus largement dans d'autres démarches, et aussi comment est-ce qu'on peut dézoomer et comment est-ce qu'on peut aussi donner une vue d'ensemble du projet sans forcément, au-delà des 5 ou 6 représentations plus détaillées que tu as données. Mais je pense que c'est peut-être pas forcément évident de faire ce travail de prise de recul dans chaque démarche. Mais s'il y a une réflexion plus globale à l'échelle de la fabrique, peut-être que ça pourrait profiter à d'autres projets qui n'auraient pas à investir tout ce temps de conception que tu as dû faire oui, dans oui. le cadre du projet que tu as décrit. Bon, je pense que je vois que les participants nous quittent au fur et à mesure. Ouais. On va peut-être s'arrêter là. Ok. Merci beaucoup, Bernard, pour la richesse de ce témoignage. Merci à tous pour votre participation. On vous renverra un petit compte-rendu de la séance. Et Oui. puis, on se retrouvera pour ceux qui peuvent fin novembre pour essayer de voir ce qu'on peut retenir de ces différents échanges de cette année 2024. Ça marche. Merci, Frédéric. Je t'envoie Merci beaucoup, Bernard. Oui, le support. Ouais. Ça marche. merci et merci à tous. À bientôt.